Et pour nous, c'est un avantage. En plus. On a besoin de le suivre. Voilà, exactement, c'est exactement pour ça que... Voilà, il fait jouer des médias, t'as vu? Ouais, des médias indépendants. Bon, il est 22h45, il y a quand même encore beaucoup de monde. Il te reste 2 minutes. C'est ça. Voilà. Merci. C'est parfait, j'ai pas besoin de plus. C'était génial, merci. Bon. Mais ça veut dire quelque chose quand même que vous soyez encore là à cette heure si tardive, c'est que comme le disait Hakim, effectivement, moi je pense que depuis le 17 novembre, la révolution est faite dans les esprits, c'est-à-dire que désormais, beaucoup de personnes qui étaient désintéressées par la politique ont décidé de la réinvestir. Et donc ça change tout maintenant. Et c'est ça qui fait extrêmement peur au pouvoir. Alors, la première question qui avait été posée à Hakim, c'est la question de savoir est-ce que c'est le RIC ou le pouvoir d'achat. En fait, c'est les deux. Le mouvement, il avance sur les deux jambes. Et tout simplement, il y a le temps long et il y a le temps court. Et effectivement, sur le RIC, on est plutôt sur le temps long. Et puis, il y a le temps court. Et moi, je vais effectivement me concentrer là-dessus. Et je voudrais dire que ce qui, à mon avis, est un point de bascule, c'est que pendant des années et des années, nos gouvernants, en fait, ont fait appel à l'émotion. Aux émotions les plus primaires, aux émotions négatives, ce qu'on appelle le pathos. Et ça, c'est pas du tout un bon critère pour s'investir dans la politique, pour déterminer ses critères de vote et pour voter pour tel ou tel ou pour s'intéresser à la vie publique. Ce qui doit compter, c'est la raison, c'est-à-dire l'intelligence. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste depuis 5 mois, c'est que on a envie de comprendre, en fait. On a envie de comprendre pourquoi on en est là. Alors, la question très pertinente du monsieur que j'ai retrouvé, c'était de nous dire comment on fait pour passer du stade de on quémande à on apporte des solutions. Bon, pour montrer qu'on n'est pas bloquant, qu'on n'est pas en train des utopiques, décérébrés qui réclameraient à corps et à cri. Bon, c'est un peu dommage quand même de devoir en arriver là. En principe, nos gouvernants, ce sont eux qui sont censés trouver les solutions. Ils sont censés être les élites. Bon, manifestement, ils ont choisi de ne pas servir l'intérêt général, et on sait pourquoi, puisque Emmanuel Macron, on sait exactement comment il est arrivé au pouvoir. Hein. Il a été financé par les plus riches de ce pays, et voilà la raison pour laquelle il leur envoie l'ascenseur et qu'il se moque éperdument du peuple. Alors, je ne voudrais pas assommer tout le monde, mais il y a quelque chose qu'il faudra faire. C'est connaître les chiffres. Et les chiffres, effectivement, ça peut effrayer au niveau d'un État parce qu'on parle en milliards. Alors personne, moi le premier, on est capable de se représenter ce que vaut 1 milliard ou 10 milliards. Mais en revanche, on peut se donner, il faut avoir l'esprit des ordres de grandeur pour essayer de comprendre. Et c'est en comparant les chiffres entre eux qu'on arrive à avoir des notions. Alors là, je vais peut-être vous assommer juste pendant 30 secondes, mais je vous donne des chiffres. La dette, ce qu'on appelle la dette publique, c'est 2350 milliards. D'accord ? La dette, c'est l'accumulation des déficits chaque année, depuis 1975. Le déficit, c'est très simple. C'est la différence entre les recettes et les dépenses de l'État sur une année. Bon. Le déficit, actuellement, c'est à peu près 75 milliards. Comment on l'obtient ? On a à peu près 240 milliards de recettes de l'État, et puis l'État dépense chaque année environ 320 milliards. Donc on est autour de 75-80 milliards. Vous voyez, c'est la différence. Bon. Ensuite, le premier poste de dépenses de l'État. Vous voyez, pour essayer de vous représenter ce que sont ces milliards. Le premier poste de dépenses, c'est l'éducation nationale, c'est 65 milliards d'euros. Le deuxième poste de dépenses, c'est les intérêts de la dette publique, c'est 40 milliards d'euros d'intérêts. Et pour vous donner un autre ordre d'idée, par exemple, le budget de la justice, c'est 7 milliards d'euros. Vous voyez ? Donc, allez, un autre chiffre, deux autres chiffres. Les recettes de la TVA, donc je vous ai dit, il y a 240 milliards de recettes par an. La moitié, c'est la TVA, c'est 120 milliards. Et l'impôt sur le revenu, c'est 40 milliards par an. Alors, je vous le dis parce que déjà, il y a un des éléments dans les médias, on vous dit « Oh, mais les riches, regardez, c'est eux qui payent déjà beaucoup d'impôts sur le revenu. » Non, mais attendez, l'impôt sur le revenu, au final, c'est 40 milliards. Comparé aux 240 milliards de recettes, vous voyez que l'impôt sur le revenu, c'est assez faible. Donc, ils ont beau jeu de nous expliquer qu'ils paieraient beaucoup l'impôt sur le revenu. C'est pas grand-chose, finalement. Et puis d'ailleurs, l'impôt sur le revenu, 40 milliards, ah bah c'est exactement le montant des intérêts de la dette publique qu'on paye chaque année. Qui touche des intérêts de la dette publique ?
Vous les touchez, vous? Il faut avoir de l'épargne pour pouvoir toucher les intérêts de la dette publique. C'est les assurances vie, les produits spéculatifs. Donc si vous n'avez pas d'épargne, vous savez que les intérêts, si vous ne touchez pas des intérêts sur des placements, vous savez que vous, c'est pas vous qui touchez les intérêts de la dette publique. Donc les 40 milliards, déjà, ils ne sont pas pour vous. Alors, ça fait 40 milliards déjà qu'on pourrait récupérer. Je vais en dire un mot très rapidement après. Deuxième chiffre. La fiscalité, effectivement, qui est redirigée vers les ultra-riches. C'est la flat tax, l'exit tax, le CICE et la réforme de l'ISF. C'est 30 milliards par an. C'est-à-dire que vous récupérez ça, les 30 milliards, et vous récupérez les intérêts de la dette publique, on est déjà à 70 milliards, il n'y a plus de déficit. Notre budget, il est à l'équilibre. On a demandé d'efforts à personne, on a demandé à personne de travailler plus, et on n'a plus de déficit. Et puis après, je n'ai même pas encore parlé de ce qui fait le gros du détournement, c'est l'évasion fiscale, qui est évaluée entre 80 et 120 milliards par an par Oxfam. Donc allez, on va faire une cote mal taillée, on va dire 100 milliards. C'est-à-dire qu'au total, vous êtes à quasiment 170 milliards sur des recettes de 240 milliards. C'est-à-dire quasiment les 3/4 du budget de l'État, qui devrait soit être collecté par l'État, l'évasion fiscale, soit qui devrait être redirigé pour nous tous, qui tombe dans la poche des 1 ou des 0,1% les plus riches. Donc voilà comment on passe de, on commande des augmentations de salaire, des revalorisations des petites retraites, etc., 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 je ne vais pas refaire la liste, ben les solutions, elles sont là. L'argent, il est là. C'est extrêmement simple. Et donc on fait effectivement l'impôt sur la nationalité, pour qu'ils arrêtent, les ultra-riches, de nous faire le chantage de « je pars à l'étranger si vous m'imposez comme les autres », c'est-à-dire en proportion de mes facultés. Et puis, une autre mesure, c'est les peines planchées pour les fraudeurs fiscaux, pour qu'on soit sûr qu'ils aillent en prison quand ils font de la fraude fiscale. Parce que ça, c'est extrêmement grave. Quand vous avez un SDF qui pique un paquet de gâteaux dans un supermarché, il prend une peine de prison. Alors je ne vous dis pas qu'il va en prison, mais il a piqué une banane ou un paquet de gâteaux. Celui qui vole, qui pille à la nation des millions, voire des milliards chaque année, il doit aller en prison. C'est aussi simple que ça. Et donc vous voyez bien que là, il y a une hypocrisie de nos gouvernants qui prétendent lutter contre l'évasion fiscale. Sauf qu'en fait, ils n'en font rien, parce qu'ils ne prennent pas notamment cette mesure, parce qu'ils ne font pas l'impôt sur la nationalité, et qu'au contraire, ils font des cadeaux fiscaux à ces plus riches parce qu'ils nous expliquent que ce sont les premiers de cordée, et que ce sont eux qui vont tirer les autres vers le haut. Le problème, c'est qu'en fait, les ultra-riches, ils ont coupé la corde depuis très longtemps. Et donc voilà pourquoi, au final, la théorie du ruissellement, ça ne marche pas, ça n'a jamais marché, et pourquoi on est toujours plus pauvre. Je vous donne un chiffre pour vous dire à quel point le détournement est colossal. En 96, les 500 familles, les 500 les plus fortunées, elles comptaient pour 6,7% dans le PIB français. D'accord ? Leur patrimoine, en fait, il comptait pour 6,7% du PIB. Le PIB, à l'époque, en 96, on devait être autour de 1200 milliards. Chaque année, la richesse qu'on produisait, c'était 1200 milliards. En 2018, notre PIB, il est à 2300 milliards, donc il a quasiment doublé. Et ben, le patrimoine de ces 500 familles, on est passé de 6,7% à 30%. D'accord ? Donc non seulement elles ont multiplié par 7 leur proportion dans le PIB, mais le PIB, lui, il a été doublé en plus. Vous voyez ? Donc eux, ils ont multiplié par 14 ou 15 leur patrimoine. Donc voilà où l'argent est allé. Nous, on a travaillé toujours plus, on a gagné toujours moins, et voilà où l'argent est parti. Alors, vous voyez qu'il y a ces 30 milliards qu'on peut récupérer très facilement sur les dispositifs fiscaux, ISF, la taxe, exit tax, CICE. Bon, ça suffit pas, il y a les intérêts de la dette publique et il y a l'évasion fiscale, et ça, il faut être très clair. On ne pourra pas régler ces solutions dans le cadre des traités européens. On n'en a pas encore discuté, on a fait une conférence, d'ailleurs j'ai fait une conférence il y a une semaine ou deux, uniquement sur les traités européens, mais on ne peut pas faire autrement que de sortir des traités européens, parce que vous avez des règles qui sont imposées qui vous empêchent de lutter contre l'évasion fiscale, qui vous empêchent de lutter contre les délocalisations, parce qu'on s'est mis en concurrence avec des pays qui ont des niveaux de salaire 10 fois inférieurs aux nôtres, et que dans le traité est écrit que la concurrence est libre et non faussée, sauf qu'elle est évidemment libre, mais totalement faussée. Parce que, évidemment, les entreprises ont tout intérêt à délocaliser dans ces pays à bas coût pour avoir de la main-d'œuvre pas chère. Et qu'est-ce que ça fait ? Chez nous, ça crée du chômage. Et donc, on n'a plus d'emploi. Des gens au chômage, c'est moins d'activité économique. Et donc, vous avez les carnets de commandes qui s'effondrent. Et on s'étonne après qu'il n'y a plus d'activité et qu'il y a des gens sur le carreau. Et que, in fine,
le budget de l'État n'est pas à l'équilibre. Bah, évidemment, il ne peut pas être à l'équilibre. Quand on a 6 millions de chômeurs, ça ne peut pas marcher, parce que 6 millions de chômeurs, c'est des gens qui donc, ne gagnent pas d'argent, ne créent pas de valeur, ne cotisent pas, ne payent pas d'impôt sur le revenu, ne consomment pas. Donc vous atrophiez l'économie et donc, in fine, le budget de l'État. Donc il faudra sortir de ces traités européens et bon, j'aurais aimé avoir le temps de développer plus la question, mais je l'ai déjà fait dans plusieurs conférences, donc s'il y a des gens qui sont intéressés par ça, et puis il y a plein de gens qui font cette critique, bien mieux que moi encore, vous avez Coralie Delhomme, vous avez Jacques Sapir, vous avez Emmanuel Todd, vous avez Frédéric Lordon, bref, je vais en reparler dans quelques instants pour vous dire où vous pourrez trouver les informations et comprendre, parce que véritablement l'enjeu aujourd'hui dans le mouvement, ça va être de passer de la fiscalité au cœur nucléaire de ce qui nous emprisonne aujourd'hui, ce sont les traités européens. On ne pourra pas faire une autre politique économique dans le cadre des traités européens actuels. Ça, c'est une évidence. Il faut donc qu'on retrouve notre souveraineté. Et ne croyez pas les médias qui sont toujours en train de vous discréditer le mot souveraineté en disant que si vous êtes pour la souveraineté, vous êtes souverainiste, donc vous êtes nationaliste, donc vous êtes populiste, donc vous êtes fasciste. Non, la souveraineté, en fait, vous voyez, le général de Gaulle, il disait, pour nous, la souveraineté, la démocratie se confond exactement avec la souveraineté nationale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comprendre la démocratie sans avoir la souveraineté, pour une raison très simple. Nous, le peuple, sommes souverains et déléguons notre pouvoir à l'État. Si l'État n'a pas les leviers pour agir, n'a pas la souveraineté, alors le peuple n'est pas souverain et n'a pas le pouvoir. Et là, nous avons consenti des délégations de pouvoir considérables à l'Union européenne, si bien qu'en réalité, ce que nous avons aujourd'hui à l'Élysée, au gouvernement, ce sont des pantins, ce sont des marionnettes qui sont en train simplement d'appliquer la politique de l'Union européenne décidée par la Commission de Bruxelles, et ils nous font le service après-vente de Bercy et de la Commission européenne. C'est pour ça qu'en fait, quoi qu'il se passe, quoi qu'ils veuillent faire, ils sont totalement impuissants. Et donc il faut véritablement avoir à l'esprit cette question, parce que c'est ce qui permet de comprendre pourquoi, en définitive, on a Emmanuel Macron qui nous dit à l'issue du grand débat national « Ah oui, mais attention les enfants, hein, parce qu'a priori on est des enfants, moi je vais pas sortir le chéquier. » Bon, déjà t'es gentil, le chéquier c'est pas le tien, c'est le nôtre. Juste pour te rappeler un peu que c'est quand même pas toi qui paye. Hein. Et donc, il nous a donné quelques mesures. Alors il vous dit on va baisser les impôts. On va baisser les impôts. Alors ça, il faut vraiment arrêter avec cette manipulation médiatique qui est toujours de dire est-ce qu'il y a trop d'impôts ou est-ce qu'il n'y a pas assez d'impôts? C'est pas le sujet. Le sujet c'est qui paye trop d'impôts et qui n'en paye pas assez. C'est ça le sujet. Et moi je pense que la classe moyenne au sens large en paye beaucoup trop et que les ultra-riches n'en payent pas assez. Voilà, tout simplement. Si demain tout le monde paye ses impôts en proportion de ses facultés, c'est-à-dire que les ultra-riches payent comme nous, hein. Moi j'ai un prélèvement en absolu en termes de cotisation, d'impôts, etc., globalement de 70%. Voilà. Et j'ai pas compté la TVA. C'est-à-dire que quand je travaille, je commence à gagner de l'argent au mois d'octobre, dans l'année. Bon, bah, moi je veux bien, ça ne me dérange pas si c'est pour financer les hôpitaux, l'éducation nationale, la police, la justice, enfin nos services publics essentiels. Ça ne me dérange pas si c'est pour redistribuer à ceux qui sont dans le besoin, pour permettre aux gens qui ont un cancer de soigner, qui n'auraient pas les moyens de le faire. Tout ça, ça ne me dérange pas. Mais en revanche, si c'est pour payer pour les ultra-riches, qui eux ont de l'argent à milliards, oui, là ça me pose un problème. Là il y a un problème de justice fiscale. C'est ça que recouvre en dernière instance la justice fiscale. Alors, pour baisser les impôts, Hakim en a dit un mot, il nous dit, pour le financer, a priori c'est 5 milliards, la baisse d'impôts. Vous voyez, moi, il nous dit il faut travailler plus. Bah, attendez, pour 5 milliards, moi je vous les ai, vous rétablissez l'ISF, puis ça y est, on les a. Ah, donc, pas besoin de travailler plus. Alors, comment on fait pour travailler plus? Alors, soit ils suppriment des jours fériés, très bien. On reporte l'âge légal de départ à la retraite, ou on augmente la durée légale du travail. Il y a une semaine de congé qui veulent sucrer aussi. Ah oui, carrément, ouais, ça c'est encore plus simple. En fait, donc, ils veulent augmenter le travail de ceux qui travaillent déjà. Ils n'ont pas compris qu'il y a 6 millions de chômeurs. C'est-à-dire que moi je veux bien en fait qu'on dise il faut que la France travaille plus. Il n'y a pas de problème.
faisons travailler les gens qui ne demandent que ça, travailler, qui sont au chômage, qui voudraient bien un emploi, mais qui n'en ont pas. C'est peut-être plutôt comme ça qu'on va relancer la machine et qu'on va permettre d'avoir effectivement plus de valeur qui est créée, mais pour ça, effectivement... On te dirait comment tu es assisté si tu commences à travailler. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est qu'en fait, derrière, il y a un mois, je veux dire, les gouvernants, en fait, nous expliquent, on a tout fait contre le chômage. Hein, c'est Mitterrand déjà qui disait ça. Bon, en fait, alors c'est une lecture marxiste, mais pour le coup, c'est un argument très pertinent. Le chômage, en fait, ça les sert. Ils veulent le chômage. Parce que ça permet de faire pression sur les salariés qui sont dans l'emploi. Et aujourd'hui, la démission, ça n'existe plus. Oui, juridiquement, je sais bien que ça existe. Je fais du droit du travail. Mais les gens, ils démissionnent plus maintenant. Parce qu'en fait, quand ils démissionnent, ils savent qu'ils perdent leur emploi. Donc ils vont accepter des conditions de travail qui sont en réalité intolérables. C'est pour ça que vous avez des burn-out à gogo. Et ça, moi, des dossiers de burn-out et d'inaptitude, etc., j'en ai à l'appel. Parce que tout simplement, on ne peut plus faire comme il y a 30 ou 40 ans, où quand le patron est commencé à nous enquiquiner, eh ben, on claquait sa démission, puis on allait chez le concurrent. Et c'est ça qui permettait d'avoir un pouvoir de négociation dans les salaires, de pouvoir se rebeller quand nos conditions de travail étaient insupportables. Donc en fait, le chômage, nos gouvernants, dont on sait pour qui ils travaillent désormais, et c'est pas pour nous, ils ont tout intérêt en fait à ne pas du tout résorber le chômage. Donc la question de la baisse des impôts, vous voyez, elle est parfaitement finançable. Il suffit de revenir sur les quelques dispositifs fiscaux, même pas tous, vous voyez, on les finance, les 5 milliards, sans demander à personne d'autre de travailler. Et puis de toute façon, sur la philosophie générale, mais nous, on veut déjà que vous traitiez la question du chômage. Que la France travaille plus, d'accord. Donnez des emplois à ceux qu'on demande. On commence par là. Puis après, on verra s'il faut demander à des gens de travailler plus longtemps, etc. Parce que, un mot sur cette question-là aussi, le report de l'âge légal de départ à la retraite, non mais vous vous moquez pas du monde. Les catégories d'âge qui sont le plus touchées au chômage, ce sont les jeunes et les seniors. Donc de toute façon, augmenter l'âge légal de départ à la retraite, vu que les gens à 50 ou 55 ans ils se font virer, je vois pas bien en quoi ça va résoudre la difficulté. Bon. Alors après, il vous propose aussi, enfin il va nous annoncer la réindexation des retraites. Formidable. Qui les avait désindexées? C'est lui. Et à partir de quand? Le seul effet qu'il y a eu, c'est le 1er janvier 2019. Je rappelle qu'on s'est remobilisé le 17 novembre 2018. Donc il y a un moment donné où cette mesure n'était même pas encore entrée en application. Et puis c'est beau parce que il va réindexer à partir du 1er janvier 2020, a priori. Donc ce qu'il vous a piqué pour 2019, il ne vous le rendra pas. Donc en fait, il est gentil, il vient de nous piquer 100 et nous dit « Bon, d'accord, je vous redonne 90, vous êtes content ?» Pas sûr. Pas sûr. Alors désolé, j'ai noté sur le téléphone parce que donc à chaque fois il faut que je le rallume. Alors suppression de l'ENA, j'en dis un mot parce que bon, j'ai quand même un bon mot à dire là-dessus. Bon, j'ai entendu personne sur les ronds-points demander la suppression de l'ENA, effectivement. Alors là, le culot qu'il a, c'est qu'a priori, il veut, parce que forcément qu'il faut une école pour former la haute administration, etc. En fait, ils vont changer le nom. Ils veulent l'appeler l'ISF. Non, mais je vous assure que c'est pas une blague. Moi, je pensais que c'était le Gorafi. Je me suis dit, voilà, quand même, si, a priori, ils veulent l'appeler l'ISF. Voilà. Et comme ça, ils n'auront pas supprimé l'ISF. Ils le remettent. Eh oui. Ah, ils nous prennent un peu pour des imbéciles. Alors, il y a un problème avec l'ENA, c'est vrai. C'est qu'en fait, cette école forme des gens avec un logiciel idéologique qui est totalement bloqué. C'est le logiciel qu'on appelle le néolibéralisme. Alors j'en ai déjà dit un mot, je n'aime pas le mot néolibéral parce que peu de gens qui s'y intéressent, enfin, les gens qui ne s'intéressent pas forcément à la politique ne savent pas forcément ce que ça veut dire néolibéral. Moi le premier, quand je m'y intéressais pas, je voyais libéral, je me dis bah, libéral c'est liberté, bah, je préfère quand même plus la liberté à la prison, hein, donc ça doit être quand même vachement sympa. Hein. Bon, en fait, pour le décrire un peu plus concrètement et ce que ça signifie en réalité, en fait c'est la dictature des ultra-riches. C'est-à-dire que toutes les règles sont faites au profit de leurs intérêts et quand vous n'avez pas de règles, c'est aussi dans leur intérêt. C'est ça, en fait, le régime néolibéral. Et donc, comme ils sont bloqués là-dedans et qu'il nous dit on supprime l'ENA, c'est qu'a priori il a compris qu'il y a un problème sur le logiciel. Donc moi ce que je lui propose,
c'est pas de réformer l'ENA, c'est de retourner à l'école. Bah, évidemment, il faut qu'il change son logiciel. Il suffit pas de supprimer l'ENA. Il va falloir qu'il ouvre des manuels d'économie, puis il va comprendre que la théorie du ruissellement et des premiers de cordée, c'est totalement dépassé, et ça ne fonctionne absolument pas. Alors voilà sur la question économique. Sur l'élection européenne, je dis un bon mot quand même, parce que la campagne de Macron, c'est moi ou le chaos. Bon, vu la situation actuelle, moi franchement, franchement, j'ai envie de tenter le chaos. En tout cas, je préfère le chaos à lui, c'est clair.